discipline qui nous a amené le plus de médailles, quoi. En tout cas, j'ai eu le bonheur de pouvoir pratiquer avec des champions d'exception, et du coup, j'ai prolongé un peu cette carrière au niveau national. Et après, je suis devenu entraîneur tout en étant prof de gym, prof de PS. C'est vrai que ma passion, c'était le sport, et puis mon métier, c'était l'enseignement. Et donc, je voulais concilier un peu les deux, continuer l'action de sport, qu'on dit à un bon niveau, et puis l'enseignement de base. Et donc, j'alternais, j'allais au stade, j'étais dans des clubs, et je faisais de la formation, notamment physique. Et quand on fait des préparations physiques, on est coach, eh bien, on s'adresse au mental, parce que sinon, ça ne marche pas bien. Et puis, du coup, j'ai développé une stratégie, comme tous les coachs, on essaye de trouver le meilleur moyen de laisser l'athlète s'exprimer, quoi. Et donc, j'ai travaillé sur cette problématique, on va dire, sans le savoir. Je ne savais pas que je travaillais sur le stress, mais en fait, en préparant ce congrès, je me suis dit, mais en fait, depuis que je commence, depuis que je fais du sport, depuis que j'entraîne, depuis que je suis enseignant, j'essaye de gérer tout ça, en fait. C'est la surprise, mais et du coup, ça m'a permis de faire un peu le point là-dessus. Et après, bien sûr, dans mon travail d'enseignant, eh bien, en éducation physique, c'est vrai que j'ai pu aussi réfléchir à tout ça. Donc, je ne suis pas un théoricien, je suis plutôt un homme de terrain, donc je ne vais pas vous abreuver de termes techniques d'abord que je ne connaîtrais pas. Je vais plutôt vous parler d'expériences concrètes, hein, sur le vécu. Bon, si ce n'est que j'ai regardé quand même sur le plan théorique ce qu'était le stress, et c'est vrai qu'on le sait, vous le savez, on va vous le répéter, et les conséquences physiques, psychologiques sont importantes, hein, mais c'est vrai qu'il y a des signes physiques qui sont tout de suite repérables, que ce soit une accélération du rythme cardiaque, une respiration superficielle, une tension qui peut être même une tension artérielle. On peut développer pas mal de symptômes physiques ou de réactions physiques. Après, il y a des sécrétions hormonales. Elles sont intéressantes parce qu'elles nous donnent de l'énergie, elles nous permettent de réagir face aux événements. Et puis, elles sont gênantes quand elles sont accumulées, quoi, hein. Donc, au fil des descriptions ou des événements, je pourrais en parler, mais c'est vrai que l'adrénaline ou le sucre qu'on va déverser dans son sang, le glycogène, enfin, les sources d'énergie qu'on déverse dans le sang quand on a un stress important, elles nous causent parfois des dégâts et elles sont vitales, hein. Donc, c'est toujours cette succession, le stress utile et le stress qui devient gênant, qui nous pèse et puis qui parfois nous handicape. Donc, c'est un peu ce que j'ai balayé. Alors, les réactions chimiques, etc., c'est vrai qu'il y a l'adrénaline, il y a la noradrénaline, il y a le cortisol, il y a des substances qui, en fait, nous donnent de l'énergie. Et l'homme ancestral, c'est vrai que l'homme préhistorique en avait besoin. Nous aussi, hein, nous aussi. Mais on n'est pas dans des situations de survie tout le temps, heureusement. Et donc on déverse constamment, dès qu'il y a des éléments stressants, on déverse ça dans le sang, et c'est vrai qu'on a comme un bouillonnement intérieur qui peut se provoquer à cause de cette énergie que l'on a en nous, qui nous est déversée dès qu'on voit des choses qui nous gênent, qui nous agressent, Et si on ne le dépense pas, ça peut poser des problèmes, quoi. Alors c'est pour ça que l'approche du sport est intéressante. L'approche par le corps, c'est mon domaine, me paraît intéressante pour lutter contre le stress. Donc après il y aura sûrement un travail psychologique, il y a plein de choses. Mais le pur et dur, le corps, il est stressé, il déverse de l'énergie et puis l'accélération de la respiration, etc. Eh bien, agissons sur ces symptômes, agissons sur le corps, et peut-être qu'on pourra calmer le stress. Il y aura cet aller-retour entre mon corps qui subit, mon corps qui se calme, et puis peut-être le stress aussi que je perçois différemment, quoi. C'est un peu ce regard. Donc, moi, quand j'étais confronté à des épreuves sportives, et tous les sportifs, en fait, on se met dans une situation de stress. Parce qu'on a une épreuve
qu'il faut vaincre un obstacle, parfois un combattant, quand on voit qu'il y a des boxeurs, il y a des judokas, il y a des sports d'opposition directe, où on a face à nous un adversaire. Et c'est un combat physique, dangereux même. Hein. Moi, dans ma discipline, le saut à la perche, on n'a pas l'adversaire directement face à nous, mais on a un obstacle à franchir. Et cet obstacle, il est bonjour. Donc, quand on a un obstacle à franchir, il va falloir mettre tout en œuvre pour organiser son corps et retrouver toutes ses capacités. C'est vrai qu'il y a aussi un facteur de danger, parce que quand on veut franchir un obstacle à 5 mètres de haut, si on rate son coup, on est carrément en danger physiquement. Donc c'est vrai que je me rappelle que chaque fois qu'on abordait une nouvelle barre, il y avait à la fois cette motivation de franchir la barre et la crainte de ne pas tomber bien droit, ou de casser la perche, ou de tomber à côté. C'était quand même un risque. Donc la gestion du stress était vraiment permanente. Il fallait se préparer à ça. Donc l'entraînement sportif, pour moi, c'est une préparation à ces stress. Et en fait, nous, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça, pour se retrouver en bonne condition le jour d'une épreuve sportive? Eh bien, en fait, on répète les situations. On se met en situation régulièrement. On met un obstacle que l'on peut franchir, et puis après, on le répète, et puis après, on augmente la difficulté. Et donc, on se retrouve face à quelque chose qu'on n'a jamais réussi, jamais réalisé, et on va voir ce qui se passe. Est-ce que je m'affole? Est-ce que je me crispe? Est-ce que je recule, je freine des deux pieds au lieu de m'engager? Et donc, on répète ces situations. Je crois que l'entraînement, c'est ça, c'est systématiquement se mettre dans la situation de répéter nos séquences. Oui, on reproduit nos situations de compétition. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'un athlète, un sportif bien entraîné, ce qui est intéressant, c'est qu'il est peut-être à l'aise dans son sport, mais dans pas mal de cas, et on l'a constaté, ce sont des personnes qui sont capables de gérer le stress ailleurs, dans la vie courante. On peut l'espérer. Mais il y a un vrai transfert. Moi, je l'ai vécu comme ça, et on a vu dans des situations d'extrême tension, des sportifs intervenir sur des cas graves, parce que c'était des personnes capables, au moment donné, de libérer toute leur énergie sans se bloquer, sans perdre leurs moyens, sans avoir les jambes coupées par la situation stressante. Et il y a eu des interventions de sportifs qui ont pu sauver des vies. Ce n'étaient pas des policiers, mais ils avaient confiance en eux, ils avaient une connaissance de leur corps, de leur force, de ce qu'ils pouvaient faire ou de ce qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est vrai qu'on peut penser qu'un sportif bien préparé est apte à réagir à des situations graves. Alors, pour prendre un petit exemple concret de ce qui se passe sur le plan physique, il y a la musculation, c'est un exercice que l'on répète souvent pour se préparer à des situations difficiles. On dit qu'il va falloir augmenter sa force. Et donc on sollicite le muscle, on lui fait faire des exercices de renforcement musculaire. Si je fais des exercices de renforcement musculaire avec des charges assez légères, ça va me faire du bien, ça va me tonifier un petit peu, mais je ne vais pas provoquer grand-chose dans mon corps, dans le muscle lui-même. Donc il faut que je sollicite mon muscle de manière intense. Il faut aller un peu se rapprocher de notre seuil, de notre niveau maximum, voire le dépasser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit on ne réussit pas, mais à la limite, on est à l'entraînement, c'est pas gênant, on a des personnes qui nous aident. Et puis, on va provoquer un stress physique, physiologique. Le muscle va souffrir. La fibre musculaire, carrément, vous avez tous eu des courbatures. Bon, les courbatures, on a analysé, mais pourquoi on a des courbatures? Eh bien, en fait, on s'aperçoit que la fibrille, la myofibrille, elle s'abîme. Donc, c'est la petite fibre, le muscle étant constitué de plein de fibres, comme vous connaissez, mais bon, la myofibrille est carrément blessée. Alors, on va dire, oula, c'est embêtant. Pas tellement, en fait, c'est vraiment une réaction naturelle et intéressante. C'est une adaptation que l'organisme va permettre, après cette petite blessure,
il va se reconstituer. Donc la myofibrile va se reconstituer. Et l'avantage, c'est qu'elle se reconstitue plus forte qu'avant. Et c'est pour ça que, sur le moment, vous avez des courbatures. On parle souvent de s'étirer après les exercices. Paradoxalement, ce n'est pas très judicieux. Une fibre abîmée n'a pas besoin d'être étirée. Ce n'est pas le moment idéal. Hein, donc, vous voyez, c'est un peu la surprise. Moi aussi, j'avais été formé comme ça. Hein. Et puis, quand on analyse ce qui se passe encore. Donc, si vous voulez vous étirer, ben ça c'est un conseil du sportif, il faudra le faire en dehors de ces séquences-là, peut-être même à froid, c'est un peu bizarre. Quand le muscle est froid, il est dans... Enfin, pour en revenir à notre stress musculaire, la myofibrile était abîmée, elle se reconstitue dans les heures qui viennent, et quelques jours plus tard, on sera plus fort. Un tout petit peu plus fort. Il y a une adaptabilité extraordinaire du muscle. Bon, voilà, c'est une image du stress physique, mais c'est quand même important de voir le processus. Moi, je pense que cette idée-là, on pourra la reproduire dans des séquences où l'on sollicite son organisme. Pourquoi pas son mental. On le met en situation de subir quelque chose un peu nouveau. Et après, peut-être qu'il va s'adapter. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, voilà, parce que la limite, elle est là. C'est que ma myofibrile, si je lui en demande trop, eh bien, elle se déchire, carrément. Enfin, et là, on arrive à la déchirure musculaire ou à la contracture. Et là, ce sont des blessures. Vous savez, nos footballeurs, on les trouve très sensibles, mais c'est vrai que quand un muscle est abîmé et il est allé un peu au-delà, il ne faut surtout pas le... Enfin, il est blessé, carrément. Donc là, il faudra du temps, c'est un peu... Donc, ça sera ce juste milieu, cet équilibre dans le travail, solliciter, stimuler, mais pas trop, et donc doser et alterner les phases de repos et les phases de stimulation. Et au niveau du stress, globalement, on aura un peu le même phénomène, d'alterner les phases où il y a quelque chose qui nous inquiète, eh bien, il va falloir calmer, il va falloir récupérer. Donc, les aspects physiques, ils vont aussi apparaître dans toutes ces réactions respiratoires. Donc là, je vous ai parlé d'un aspect purement physiologique, hein. Mais vous allez voir qu'il y a un lien quand même avec les aspects psychologiques. Par exemple, quand on parle de gestion du stress, on aborde souvent la fameuse respiration, les méthodes de respiration qui sont employées depuis longtemps par des pratiques du yoga, par des méthodes de relaxation. On a exploité tout ça, et parce qu'on s'est aperçu vraiment que c'était efficace, puisque la seule fonction du corps que l'on peut maîtriser, un peu, c'est la respiration. Tous les échanges qu'il y a ailleurs, la croissance des os, la digestion, bon, malheureusement, on ne peut pas contrôler grand-chose. Hein. Mais là, la respiration, on peut l'arrêter momentanément, on peut l'accélérer, on peut la calmer, on peut l'amplifier. Et ça, c'est quand même une clé. C'est comme si on nous avait donné une clé pour gérer notre état intérieur. Le cœur, on peut presque l'influencer. J'y crois tout à fait que notre respiration, quand elle se calme, quand elle s'amplifie, elle intervient sur le cœur. Alors ça, c'est vraiment une formidable approche. On a cette possibilité d'agir sur notre état intérieur, la circulation du sang, la pression artérielle, tout ça, ça sera influencé par la respiration. Il ne faut pas minimiser ça et puis dire « oui, la respiration, on m'en a parlé, vas-y, fais ta respiration ». J'ai eu le bonheur de la pratiquer dans ma formation et par intérêt personnel, et j'ai vécu des expériences étonnantes en matière de respiration, de relaxation. Ça a vraiment des effets concrets. Bon, un exemple, c'était plus loin dans mon dossier, mais c'était quand j'étais étudiant en éducation physique, on suit des cours de théorie de la psychologie, de la physiologie, des techniques, et puis après on va sur le stade. Donc on alterne. Dans la journée de cours, c'est ça, c'est hop, on va jouer au rugby, on revient, hop, psychologie de l'enfance, etc. Puis on alterne. Alors toute la journée, ça s'enchaîne comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, moi ça me convenait assez. J'allais au stade et puis après je pouvais travailler intellectuellement. Le problème, c'était le soir.
C'est-à-dire que quand on passe une journée comme ça, à aller au stade, à suivre les cours, et puis le soir, on se dit, bon, ben, c'est maintenant qu'il faut bosser, c'est maintenant qu'il faut mémoriser tout ça, et travailler perso. Et là, je me disais, mais comment rester concentré, comment retrouver des capacités quoi, de mémorisation, etc. Et pour moi, c'était très compliqué. Et alors, on m'a proposé d'aller prendre des cours de yoga. C'était un Thai yoga, un yoga corporel, basique, on va dire, sur les postures, la respiration. Et donc, le soir, j'allais, une fois ou deux par semaine, mais 2 fois, j'allais prendre ce cours de yoga, et c'était basé sur la relaxation, la respiration profonde, et tous les étages de la respiration, des étirements aussi. Bon, enfin bref. Je me disais, oh là là, le soir, il faut que j'aille là-bas. C'était une contrainte supplémentaire. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand je reviens du cours, je suis bien. Ben, je suis régénéré, quoi. J'ai l'impression que ma journée, je l'ai oubliée. Mes petites courbatures, mes contraintes, mon stress intérieur, enfin, toute la saturation. Je me disais, donc là, il est 19h, j'ai fini cette journée, mais maintenant, j'ai de l'énergie. J'avais retrouvé de l'énergie mentale et physique. Et là, je me suis dit, il y a quand même une belle solution, là, de mettre en pratique ça, pour moi, pour ma gestion personnelle. Et donc, je me suis dit, il va falloir quand même que j'approfondisse ça. J'ai pratiqué tout au long de mes années de sport, je pratiquais ces exercices-là. Et pour la compétition sportive, c'était le même principe. C'est vrai que quand on a une épreuve qui se profile et qui nous met sous tension, eh ben, c'est pas mal d'aller faire des mouvements respiratoires avant, de se calmer, de faire un peu de relaxation. Si on se relâche trop, on risque d'arriver dans l'épreuve physique un peu ensuqué, comme on dit. Donc, il va falloir trouver le calme intérieur, et puis après, s'échauffer pour faire l'acte sportif. Bon. Mais c'est vrai que cette pratique m'a, semble-t-il, beaucoup aidé. J'y ai trouvé du confort, en tout cas. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que toutes ces sécrétions d'hormones, d'adrénaline, d'énergie que l'on libère, elles sont accumulées dans le corps chaque fois qu'on a un stress, chaque fois qu'on a une situation de tension, une inquiétude, une angoisse. Et si on ne les dépense pas, eh bien on va bouillir en fait. D'ailleurs, les gens le disent, c'est comme une surchauffe intérieure, comme un phénomène. Et c'est réellement ce qui se passe. On a notre moteur intérieur qui est chargé d'énergie, et puis on est figé pour des raisons diverses, professionnelles ou autres, on ne peut pas la dépenser, cette énergie. Et donc, c'est vrai que ça crée pas mal de déséquilibre. Alors, pendant ces situations-là, on peut se servir de mouvements respiratoires profonds, parce que ça peut se faire n'importe où. Si on apprend une respiration basique, avec simplement une respiration un peu amplifiée, même si la situation autour de nous est confuse, où il y a de l'agitation, où on exerce sur nous une pression, notre respiration intérieure, elle peut quand même se calmer. Mais c'est une volonté, c'est un exercice qu'il faut pratiquer pour pouvoir le reproduire. Il y a deux types de respiration. Bon, il y a une respiration superficielle. Quand on est dans cette situation-là de tension, souvent on a une respiration très courte, un peu supérieure. Parfois on bouge un peu le ventre, mais si on analyse, on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre corps, on a souvent ce type de respiration-là. Alors, les muscles se tendent, le diaphragme ne fonctionne pas beaucoup, il y a des contractions même dans les épaules qui peuvent s'installer, on est crispé face à la situation qui nous stresse. Et c'est vrai que dans cette configuration-là, l'oxygénation du corps ne se fait plus. Les muscles sont tendus, enfin bref, on réduit notre potentiel, quoi. Donc, l'action sur la respiration que nous pouvons avoir à ce moment-là aura vraiment un effet apaisant. Parce qu'on va avoir ce regard, on va dire, bon, je respire de manière trop rapide, trop superficielle, je suis en train de me crisper, je suis en train d'avoir des palpitations, ce sont des signes que je dois contrôler. Alors, c'est vrai que pendant l'acte, c'est difficile de mettre en place une séance de relaxation. Hein, on va peut-être respirer un petit peu plus calmement. Donc il va falloir s'entraîner
par ailleurs, et pratiquer des séances de relaxation, d'étirement. Quand je parle de contraction qui s'installe dans notre corps, vous l'avez tous vécu, quand il y a quelque chose qui nous pèse sur le plan psychologique, eh bien, on le ressent dans le dos. On dit, oh, j'en ai plein le dos, on est correct, mais c'est vrai qu'on se tend, on se crispe, on a les trapèzes qui sont contractés, et c'est réellement un poids. Et d'ailleurs, beaucoup d'affections physiques, dorsales notamment, les lombalgies, TMS, sont parfois très liées à notre stress quotidien. Et malheureusement, je l'ai vécu aussi, des tensions que j'avais, des lombalgies. Il y avait des images radio qui n'étaient pas catastrophiques, mais j'avais des douleurs dorsales importantes. Et j'ai fait un petit regard sur mon métier, sur ma situation, sur tout ce que je faisais. Je me suis aperçu que j'en faisais trop. C'était une situation que je ne supportais plus. Donc il a fallu travailler sur le corps, parce qu'il y avait quand même une fatigue du corps, mais il a fallu surtout que je prenne un peu de recul pour calmer ces lombalgies. Alors bien sûr, quand on a des lésions graves sur le plan dorsal, c'est plus la même chanson. Hein. Mais beaucoup de douleurs dorsales sont quand même amplifiées et liées à notre état mental, à notre stress. C'est pour ça que tout ce qu'on va pouvoir faire pour assouplir, décontracter les épaules, assouplir le dos même, faire des exercices d'étirement, ça va nous libérer de certains nœuds physiques qui empêchent une circulation normale du sang, qui concentrent les toxines, que ce soit, on dépose des toxines dès que le muscle se contracte, on a malheureusement, c'est lié aussi à ces courbatures. Donc pour éliminer les toxines, il va bien falloir faire circuler le sang, il va bien falloir relâcher les muscles, il va bien falloir assouplir les épaules, assouplir les hanches notamment. Donc tout ce que vous pourrez faire dans ce domaine, ça va vous aider. Et d'autant plus que cette relaxation qu'on peut faire, ces méthodes qu'on peut pratiquer, elles nous donnent un regard sur nous-mêmes dans les situations difficiles. Parce qu'on a ce feedback. Ah ben tiens, là je suis en relaxation, j'ai ressenti une zone de tension, je la décontracte. Ma respiration, maintenant je l'amplifie un peu, je bouge un peu plus mon ventre, donc je prends conscience de tout ça. Et quand je suis dans une situation compliquée, de stress, ah ben, je fais ce retour en arrière, je dis ah oui, ça y est, là je suis en train de me crisper, là, bon, je prends conscience. Je crois que ça c'est pas mal d'avoir eu une approche comme ça où on a pratiqué des méthodes de relaxation, des méthodes d'étirement, des méthodes de respiration, qui après nous donnent un repère dans la vie courante, et une capacité à faire le point. Ah tiens, là je suis en train de me tendre pour rien. La plupart du temps, c'est pas pour grand chose. Bon, le problème, c'est que tous ces changements physiologiques peuvent avoir, bien sûr, à la longue, des répercussions carrément, des maladies qui sont vraiment bon. Ouais. Alors, c'est vrai que sur le plan psychologique, on pourrait imaginer de se mettre en situation de stress un petit peu plus intense. Que font les policiers, les spécialistes d'intervention sur des cas graves? Bon, ben, ces policiers d'élite, eux, ils vivent des situations de stress extrême, ils ont leur vie en jeu, la vie des gens en jeu, et donc ils se préparent à ça. Donc il est possible de se préparer à des situations extrêmes par une mise en situation. Nous, on n'est pas des policiers d'élite, mais on peut imaginer que ce soit un professionnel, un commercial, un enseignant, quelqu'un qui est face à un public et qui subit les tensions générales des personnes qu'elle a en face d'elle, de se mettre en situation et de faire des jeux de rôle. Moi, je trouve que ça, vraiment, ça a été expérimenté, et je sais qu'il y a des commerciaux, des gens qui travaillent avec le public, qui ont mis en place des situations théâtrales comme ça. Et c'est vrai que ça donne des résultats, parce que la personne, elle sait d'avance qu'elle va avoir une personne agitée, mécontente, stressée en face d'elle, et on joue la scène.
Alors effectivement, au début, on est surpris d'avoir des gens comme ça agressifs. On se dit, mais on réagit, nous aussi peut-être violemment ou mal, on va subir. Et puis quand on a vécu cela plusieurs fois, qu'on a analysé avec un psychologue, qu'on a fait ces échanges, d'un coup on dit, bon, lui il est énervé, il a son problème, hein, c'est son problème, moi je vais le prendre d'une autre manière, je vais lui dire bonjour monsieur, on va faire ce qu'on peut pour vous aider, et puis on ne se met pas nous-mêmes, on ne s'agite pas profondément. Et je pense que les gens qui travaillent de cette façon-là vont mieux réagir dans les situations qui se présentent. Hein. Nous, en tant qu'enseignants, je pense que le travail serait riche, et c'est fait parfois. Je crois que c'est pratiqué, hein, des méthodes comme ça, où on joue des situations, des jeux de rôle, et on fait jouer ça aux élèves pour leur faire prendre conscience du stress, de l'agitation, de la violence des mots, de l'impact. Je crois que ces approches-là sont intéressantes. Ça permet d'anticiper les situations à venir. Alors, j'ai parlé de l'aspect un petit peu sportif. Avant de passer à l'aspect, mon expérience sur le plan professionnel en tant qu'enseignant, si vous avez quelques questions sur le domaine du sport et de l'approche de la préparation des sportifs pour lutter contre le stress de la compétition ou les dégâts que ça peut provoquer, parce que le sport ne fait pas que du bien, on peut en parler maintenant, hein, parce que c'était le registre, et puis ça sera un peu plus interactif, si vous voulez bien qu'on échange un peu, et puis après je vous parlerai de mon expérience dans les cours, dans l'enseignement, si vous voulez. Moi j'ai une question, à partir de quand on a vraiment pris conscience que la préparation mentale chez les sportifs était aussi importante que la préparation physique? Parce que je pense que il y a 30 ans, on ne voyait pas les choses de la même façon. Ouais, on le faisait inconsciemment, on ne le faisait pas de manière avec des stratégies, avec des préparateurs, des psychologues. C'est vrai qu'on le faisait, moi je l'ai vécu de manière plus empirique, quoi. Parce que comme j'ai fait du sport il y a 50 ans, et puis pendant une quinzaine d'années, là à l'époque on préparait les sportifs sur le plan physique, technique, et sur le plan du mental, c'était fait coup par coup par des gens qui avaient cette sensibilité-là, qui le faisaient sans le savoir. On pratiquait ça en fait. Hein. C'est vrai que chaque fois qu'on se mettait dans des situations nouvelles, on créait comme ça un retour. Le sportif se disait ah, tiens, je suis capable de faire ça, et l'entraîneur l'encourageait. Moi j'avais un entraîneur qui était assez original. Il s'appelle Jean-Claude Perrin, il a été préparateur physique de nombreux champions. Et je me rappelle, à un moment, il s'occupait des rugbymen du Racing Club de France, et il les avait amenés dans le bois de Boulogne faire de la course à pied. Et à un moment, il a dit, bon, vous me suivez les gars. Et puis il est parti, il a traversé le lac en nageant, quoi. C'était en plein hiver, les rugbymen qui étaient des costauds, des gaillards, ils étaient un peu surpris, et puis ils ont tous suivi, parce qu'ils se sont dit, bon ben là, c'est le coach, il a 20 ans de plus que nous, il traverse à la nage, on y va. Les gars ont foncé, et quelque part, c'était une façon de dire, bon, vous voyez vos limites, vous voyez ce qu'on peut faire, ne restez pas bloqué. Et c'était quelqu'un qui avait cette capacité de donner un élan, de donner une force physique et mentale aussi. Il jouait là-dessus, quoi. Il nous donnait des consignes qui nous stimulaient mentalement. Mais je me rappelle avoir exploré un peu le domaine de la préparation mentale en tant qu'entraîneur moi-même, parce que quand j'avais fini ma carrière, eh bien c'était plutôt une époque où on s'y intéressait plus. Donc dans les années 90, 85, j'ai commencé à entraîner, 85. Et c'est vrai que là, je m'intéressais à toutes ces méthodes de visualisation, mais c'était avec mes moyens à moi, avec mes moyens du bord. Effectivement, j'ai abordé la relaxation, et puis je demandais aux sportifs de visualiser les exercices qu'ils avaient fait, la situation dans laquelle ils risquaient de se retrouver. On essayait de travailler là-dessus. Mais maintenant, c'est vrai que ça... Donc c'est relativement récent, vous avez raison. Je suis allé un peu loin, mais vous avez répondu beaucoup de choses. Je pense que, si je peux me permettre, je pense qu'avec l'avènement des neurosciences, aujourd'hui, on montre par l'image. Et oui, là, on l'a vu, on l'a prouvé, là. On le sait. Donc aujourd'hui,
c'est pas remis en question. Parce que les gens disent, ah bah oui, mais maintenant c'est prouvé. Maintenant on sait que c'est vrai, que ça existe. Et jusqu'alors c'était très empirique, quoi. On se disait, ouais, la préparation mentale. Et voilà. Sauf qu'on en reparlera tout à On l'heure. sentait bien qu'il y avait besoin de... C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est pas remis en cause, quoi. Et maintenant, je pense que J'ai on vu va un de plus en plus article exploiter ça. sur Raphaël Nadal. Raphaël Nadal avait son préparateur mental. Bien sûr. Oui. Mais de plus en plus, vous allez Oui, voir, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Oui, c'est vrai qu'il faut bien dissocier ce qui se passe avec Nadal et puis le sportif de base. On voit que les sportifs, quand ils arrivent, là, par exemple, là, on a eu l'exemple des JO, on voit bien qu'ils sont dans une bulle, quoi. On voit bien qu'ils ont espère. Oui, vous les voyez Physiquement, ça se voit dans les oui. Dans leur regard, dans leur attitude, vous sentez qu'ils sont dans leur... Oui, avec leur voyez bien qu'il était... Enfin, il avait un regard intérieur. Il faisait abstraction du reste. On fait du yoga, de la méditation. Oui, c'est vrai que... Et on va parler de la respiration, mais le plus bel exemple, à mon avis, c'est Mayol. Oui, Oui. les gros bleus là. Ouais. Exact. Qui a fait un travail incroyable et qui était, il faisait de la prose, comme M. Bourdin sans le savoir, et grâce au yoga et grâce à la respiration intérieure, il arrivait à maîtriser beaucoup de choses de son corps, la tension artérielle, les battements cardiaques, Oui, etc. Il avait ça, et sa capacité respiratoire était fantastique, quoi. Et il descendait profond à des endroits où... Oui, Et ils l'ont vulgarisé avec le Grand Bleu. oui, bah oui. Avec le film Le Grand Bleu, Oui. et il y a une image tout au départ où on voit quand il va s'entraîner, il passe, il voit personne, quoi. Ouais, c'est ça. Il est dans son il est dans son... Ça bulle. Et on est tous capables de ça. Ça bulle. On est tous capables de ça. Et c'est ça. Et moi, je sais que pendant assez longtemps, j'avais travaillé assez loin, en Alsace et quand j'étais en Bourgogne. Mais le temps de voiture, tout le monde disait, ah, on va pour 30 km à faire. Là, je faisais. Enfin, et maintenant, je me rends compte, je faisais la préparation mentale. Vous vous C'était dans mon prépariez. bagnole, dans ma voiture, en disant, bon, là, je vais faire ci, nanana. Et quand j'avais des classes difficiles, je rentrais, j'étais concentrée, je ne les voyais pas. Et j'avais une mission à accomplir, et on y va, et on respire, et voilà. Voilà des routines intéressantes. C'est des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est intuitif aussi. Et le stress, c'est quand même une réaction physique de survie, de protection et de... La réaction au stress, oui. Chacun va trouver ses routines, mais c'est vrai qu'on peut quand même voir qu'il y a des points communs. Et c'est vrai qu'aller au travail et se préparer mentalement pendant le trajet, c'est vraiment une pratique, une routine que j'ai mise en place et ça m'a aidé aussi. Notamment, je me rappelle à une époque où j'avais eu un problème vocal, comme un petit peu aujourd'hui, et j'ai dû aller voir un orthophoniste, et puis j'ai travaillé des gammes, et je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est bon de préparer sa voix. Quelque chose qu'on a tous négligé, et on ne nous a pas formés là-dessus au départ. À pas grand-chose, on a été formé à pas grand-chose. Voilà, en tout cas, moi, Que du savoir. j'avais pas été... On a été formé que au savoir, mais pas au savoir-être au niveau de... Même pas la transmission. Rien, et même pas la façon de transmettre quoi. Hein. On avait un bagage, il fallait le donner et puis débrouillez-vous quoi. Hein. C'était des transmetteurs Voilà. de savoir. Oui, mais sans avoir eu d'outils quoi pour nous. Alors juste pour terminer, je faisais une routine pendant mon trajet qui était une routine vocale où je faisais les gammes que j'avais apprises pour préparer la voix. Et effectivement, j'arrivais en classe de première heure, j'avais déjà la voix placée. Et quand tu t'adresses à une classe avec la bonne sonorité, hein, les cordes vocales accordées, eh bien ça passe pas mal. Ça résout pas tout, hein. Mais les considérations physiques, l'attitude physique, le bien-être que l'on ressent face à un groupe, face à une classe, ça a des effets. Hein. Oui. Il faut pouvoir, en tout cas, entretenez-vous et puis peut-être que ça vous donnera aussi un confort. Il y avait une autre question, pardon. Non, c'était pas une question, c'était juste Une remarque. une remarque. Moi, j'ai appris à placer ma voix parce que je fais du théâtre. Et voilà. Et je me suis rendu compte que c'est pareil. Quand j'allais en cours, avant d'aller en cours le matin, je échauffais ma voix. Et tu as vu les effets formidables. Ben, je sentais que c'était un besoin. Mais- J'ai chauffé ma voix dans la voiture. Tout à fait. Et alors quand je racontais aux élèves que j'ai chauffé ma voix dans la voiture, que je parlais, que je faisais des choses, ça les faisait rire. Moi j'ai dit si, la voix c'est comme n'importe quoi, elle a besoin d'être préparée. On ne peut pas arriver, parce qu'on a besoin d'un volume sonore important en classe, et ben il faut s'échauffer.
comme n'importe quel muscle, comme n'importe quel... Et donc dans la voiture, eh ben, j'échauffe ma voix. Voilà des considérations physiques qui ont beaucoup d'impact en réalité, hein, sur ce qu'on va dire, ce qu'on va porter, et le regard qu'auront nos élèves. Bonjour. Donc la pratique sportive en elle-même, bien sûr. Oui. Ce que vous avez dit aussi, c'est fait dans les deux sens en fait. La préparation physique le prépare mentalement et la préparation mentale le prépare physiquement. Exact. Oui, c'est vrai ce retour. Mais c'est vrai qu'on a souvent ça. C'est pour ça que je vous parlais de travail intérieur, ce regard que l'on porte sur soi-même, apprendre à s'observer et toutes les méthodes que l'on peut pratiquer, sans faire des yogas compliqués, mais simplement de la relaxation, de la respiration calme. Et s'observer soi-même, ça nous donne ensuite peut-être une façon de réagir qui sera mieux adaptée. Se programmer dans sa tête et mettre, mettre l'intention, c'est ça aussi. Si j'ai une classe de 4-6 ans et que j'y vais en me disant ah je me sens plein la tête, ça va mal se passer, j'ai pas envie d'y aller, alors on se dit si, allez, j'y vais, et puis il n'y a pas de raison, et voilà. Enfin, et ça, si on change notre focus, ben, l'autre en face, c'est. Bah, tu renvoies à autre chose que du négatif. C'est toi qui renvoies à autre chose que du négatif. Hein. C'est sûr. Cette attitude-là, elle est ressentie. Et bon, je l'aborde dès à présent, mais... Déjà, physiquement, on ne va pas pareil. Notre attitude est différente. Physiquement, déjà, si on y va en traînant les pieds courbés, ah bah c'est clair. On dit, allez, je suis warrior, j'y vais. Oui, l'élève, il écoute un petit peu ce qu'on dit. Mais en réalité, il regarde ce qu'on dit. Ils nous regardent, ils observent tout. Et donc, quand on voit ce qui nous retiennent, ils vont s'attacher à notre attitude. Ça les marque beaucoup. Et c'est bon, ça déborde sur justement le thème suivant, mais c'est bien. Donc là, on avait abordé l'aspect sport, comment dans le sport on l'utilise, même si je ne peux pas détailler les méthodes. J'ai parlé de préparation musculaire tout à l'heure, on prépare son corps, ses muscles. Si les muscles sont forts, ça nous donne un confort. Pour faire des actes qui sont durs, ça nous donne une réserve. C'est comme si on avait accumulé comme ça une réserve supplémentaire face à des efforts. Et bien c'est un peu ça. Alors, en entraînement, on va gagner en puissance et pour pouvoir ensuite faire des actes en étant plus relâché. Je reprends mon exemple du saut à la perche que j'ai pratiqué. Si on veut sauter haut à la perche, ça ne sert à rien d'avoir des très gros muscles. Ça risque d'être lourd à porter. Ça peut servir de courir vite. Mais si on est crispé et qu'on veut faire un saut, on n'y arrivera pas. Donc il faut être rapide, il faut être fort, mais il faut être surtout disponible et prêt à faire un geste technique. Donc la notion de disponibilité, c'est pas le plus, c'est le mieux. C'est être capable de se relâcher, parce que pour faire un geste le plus parfait possible, ce n'est pas dans la crispation qu'on va le réussir. Impossible. Un geste réussi, c'est un geste qui est souple, qui est dans le tempo, qui est dans une musique. Bon, il est évident que si ce n'est qu'un coup de poing, peut-être que là, c'est un autre... Mais le coup de poing, il marchera mieux si on a eu un relâchement avant pour le donner. Si on a peur, on va donner un petit coup de poing. Ça... Bon, donc cette notion de relâchement et de ressources que l'on doit accumuler pour ensuite pouvoir faire les choses en relâchement, en étant plus zen, on va dire. Bon, donc, là on a anticipé un peu l'approche suivante. Un professeur, dans son quotidien, il a face à lui... Excusez-moi, vous êtes beaucoup enseignant? Que ça. Essentiellement. Bon, d'accord. Sauf et puis les compagnons des retraités. Voilà, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai dit les conjoints, j'ai dit. Je suis sûr que ça vous parle, bien sûr. Donc on est face à parfois à des classes agitées, parfois à des élèves qui ont du mal à se concentrer. Parfois. Très souvent maintenant. Bon, très souvent. Les questions fusent, parfois, quand ils sont passionnés. Un peu trop. Bon, enfin bref, on a des sollicitations permanentes. Alors,
si nous ne sommes pas prêts à canaliser à la fois les élèves et nos propres humeurs, ça va pas le faire. Je veux dire par là que si nous sommes déjà dans cette situation de stress avant même de commencer, alors que eux sont agités, ça va pas matcher, quoi. Donc, s'énerver soi-même, crier, vous avez remarqué, sur le moment, effectivement, ça fait baisser un tout petit peu le volume sonore. Mais qu'est-ce que va déduire l'enfant? Il va déduire que pour se faire entendre, ben, il faut gueuler, hein, il faut crier. Hein. Alors bon, la première fois, il dit, mais qu'est-ce qui lui prend là? Il s'est un peu énervé, le prof, mais il va rentrer dans cette routine, et puis il va falloir qu'on hausse le ton, et lui-même va en déduire que pour se faire entendre, eh bien, il faut crier. Et c'est vrai qu'on ne part pas sur de bonnes bases. Alors, il y a un autre aspect qui moi, m'a interpellé en début de carrière. Quand j'arrivais, je préparais mes cours, et puis je prévoyais beaucoup de choses. Je prévoyais, mais comme tout prof, on a envie de transmettre le savoir. Donc, on veut enseigner. Et puis, je préparais mes séances, et je m'apercevais que sur une séance, j'avais prévu plein d'exercices pour que ça avance, pour que ça progresse, plein de situations variées, tout ça. Et puis au bout de quelques séances, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'en avais prévu une dizaine et j'ai pu en faire que 2, quoi. Et le cycle que j'avais prévu, là, j'avais prévu de faire ça en une séance ou 2, ben, il va falloir que je consacre tout le cycle. C'est-à-dire que mon programme, il était déjà fait sur les 2 premières séances. Bon, je veux dire par là qu'on se met nous-mêmes une pression. Hein, on se met dans une situation où on est là, on regarde l'heure, et puis j'ai pas fait ma séquence, et puis on se rajoute du stress au stress. C'est pas que nous-mêmes, il y a les programmes aussi. Les programmes sont de plus en plus conséquents et le volume horaire est de moins en moins important. Donc à un moment donné. Je dois reconnaître que. Même dans la formation de l'enseignant, la première chose qu'on lui demande, c'est d'être capable de tout mettre. C'est ça. C'est vrai que là, il y a. On ne fait aucun travail sur le stress, mais par contre, ça, on le savoir. rappelle bien dans la formation. Le savoir, il doit passer. Oui. Là, je dois reconnaître que dans ma discipline, c'était une autre approche, naturellement, même s'ils ont voulu nous mettre des programmes, le fait est que quand on est face à un jeune à qui on doit faire un geste sportif, on n'a pas la même contrainte de programme que vous quand vous avez des apprentissages très précis à donner. Donc, c'est vrai que ça nous met dans une autre situation par rapport au programme. Mais je redis ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est que si on est constamment dans cette situation-là de stress intérieur, parce qu'on n'arrive pas à boucler la séance, le programme, le trimestre, on va dégager une tension personnelle que l'enfant va sentir. Hein. On sera constamment dans cette situation-là. Et moi, je pense que notre mission, elle est aussi d'éduquer. Donc, bourrer le crâne de nos élèves ou leur donner le goût d'apprendre. Les évaluer, les noter ou leur donner confiance en eux. Bon, les contraindre ou les motiver. Alors, j'en parle avec plus de facilité parce que j'étais dans ma discipline. Je sais qu'un programme, il est là, et puis à la fin, s'il y a un examen, il faut qu'ils aient balayé l'ensemble. Hein. Mais s'il a retrouvé le goût d'apprendre, s'il a la curiosité de bosser, le bien-être avec son prof, la relation qui est de confiance, est-ce qu'il ne va pas se donner les moyens d'assimiler Bon, on peut rêver, hein. C'est vraiment une réflexion importante. Alors j'en étais... C'est vrai qu'avec mes élèves, j'ai essayé à des moments de pratiquer des méthodes de relaxation. Ça s'y prête bien, l'éducation physique. On pourrait l'imaginer en cours, de se poser un instant. Mais il est vrai qu'un enfant que l'on contraint, un jeune que l'on contraint pendant 2 heures, 4 heures, assis devant son bureau, on est complètement à l'opposé de la physiologie même de l'enfance et de la nôtre. Je peux vous demander ce que vous avez comme type d'élève, quel niveau? Alors moi j'étais en collège
Donc, jusqu'à la troisième. Et puis j'ai eu à des moments quelques étudiants, j'ai vu qu'il y avait deux métiers dans l'enseignement. Hein. J'étais à l'école centrale pendant une année avec des étudiants, mais c'était assez extraordinaire, et puis avec des lycéens, quelques-uns. Mais sinon, j'étais essentiellement au collège et dans des zones difficiles, très, très compliquées. J'étais à Colombes, dans la banlieue parisienne, et puis après à Nice, Nice-Nord. On va dire la banlieue de Nice aussi. Donc, des élèves assez compliqués. Et ben justement, c'est peut-être le moment de vous parler de ça, c'est que j'étais en difficulté. Ouais. Je ne vais pas vous dire que zen tout le temps et puis en posture de yoga. Hein. Le lotus sur le bureau. Oui, mais c'est vrai qu'ils étaient surpris. Alors, bon, c'est vrai que au fil des années, j'ai ressenti une lassitude, j'ai répété beaucoup de choses, j'étais dans ce même schéma. Et la difficulté, c'était de me ressourcer, de me remotiver, de trouver... pendant un temps, sachant que j'avais encore une dizaine d'années à faire, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je trouve peut-être un autre projet professionnel. Je me dis, ah, j'aimerais aller dans un pays où les enfants... un pays peut-être... une région lointain, même carrément, un pays où les enfants n'ont pas grand-chose, où on peut leur apporter... à la fois notre compétence et puis bon, genre de mission idéaliste un petit peu. Et je me dis, oh là là, avoir des enfants qui sont motivés, pour lesquels je pourrais transmettre. Et puis, c'est pas simple. Puis au bout d'un moment, j'ai regardé un peu autour de moi, puis j'ai regardé mes élèves, je me suis dit, mais ils ont besoin de moi. C'est-à-dire que les petits gars que j'avais en face de moi, c'était des gamins qui étaient dans un milieu défavorisé. Ah ben voilà. Qui étaient dans des situations très complexes, famille monoparentale. Parfois, il y avait de la délinquance dans le quartier ou même dans leur famille. Des enfants qui étaient très attachants. Et des enfants qui avaient besoin de moi, tout simplement. C'est-à-dire que ma mission, elle n'était pas là-bas, même si on peut toujours bien faire, hein, à Haïti ou ailleurs. Mais je me suis dit, c'est peut-être ici, quel est ton travail? Si mission il y a, il est là. Je me suis posé donc un autre regard sur ce travail-là. Et c'est vrai que ça m'a permis de changer d'approche. J'étais plus coincé par mes programmes, j'avais plus de soucis d'inspection, d'être dans les clous, etc. J'étais dans une situation, un être libre qui veut transmettre, qui veut donner envie aux enfants de bouger, d'être bien dans leur corps. C'est plus la même approche. Non. Et quand je suis sorti de ce cadre, effectivement, mon regard a changé, je me suis senti mieux, et là j'ai développé des projets personnels. Et c'est là que j'ai pu exprimer peut-être ce que j'avais au fond de moi, de dire, bon, les enfants, ils sont toute la journée en stress. Bon, ben, c'est pas en éducation physique que je vais leur rajouter une situation de stress. C'est pas là que je vais leur imposer encore de les noter, de les sanctionner. Donc il faut que j'établisse une autre relation avec eux. C'est un moment qui doit être un plaisir, que l'enfant vienne avec plaisir, comme un moment où on va partager des pratiques. Et c'est vrai que ce changement de paradigme, ce changement de vision m'a permis justement d'impulser d'autres projets. Je vois, par exemple, avec mon chef d'établissement, chaque année on faisait un cross dans le collège. Alors le cross, c'est la course, la compétition. La meilleure perf, on fait le classement, on monte sur le podium, le champion, c'est la championnite, hein, c'est la méthode qu'on applique avec les collégiens. Il faut bien les motiver, les stimuler, puis leur parler du sport. Donc c'était pas farfelu, ça se faisait pendant longtemps. Mais on avait bien senti avec mes collègues que la motivation était moindre, parce que les temps ont changé, nous aussi on a changé. Et j'ai trouvé avec mon chef d'établissement une possibilité de faire la course contre la faim. Donc c'était un projet à caractère humanitaire et solidaire. Et donc l'idée c'était avec Action contre la faim de faire courir les enfants avec un projet de collecter des fonds pour aider un pays qui était sélectionné chaque année. Donc chaque année on avait un pays cible, on faisait une présentation avec le prof de l'histoire géo, etc. On faisait une présentation du pays, de la problématique, de tout ce qui se passe là-bas. Et puis après on leur
on leur proposait de se préparer à cette course contre la faim en expliquant que si ils faisaient pas mal de kilomètres, ils pouvaient trouver, grâce à des sponsors, des amis, de la famille, quelques euros par kilomètre. Bon, il fallait que la famille s'implique, que les amis s'impliquent pour donner quelques euros en fonction du nombre de kilomètres. Bon, et là on s'est aperçu que les enfants, face à un projet comme ça, d'un coup ils se sont impliqués dans la course d'une autre manière. Je ne dis pas qu'ils rêvaient tout le temps de courir, parce que c'est contraignant, c'est pas facile, mais la motivation a changé. La préparation qui a précédé, il y a eu une implication des classes pour dire ben, on va faire la meilleure préparation possible. Et puis on a pu expliquer pourquoi et comment on s'entraîne. Mais là, il y avait cet objectif qui était en dehors d'eux-mêmes, qui était pas la note, c'était pas le prof qui sanctionne, c'était un projet humanitaire. Ils savaient que ça allait servir à une école au Tchad ou ailleurs. Et c'est vrai que quand on a vu ça, on a vu cette attitude des enfants, on s'est dit, bon ben il faut que nous aussi on change, quoi, hein, notre façon de... Je vais dire que c'était un premier projet qui m'a permis aussi de me relancer professionnellement. Et dans la relation à l'enfant, c'était différent aussi. Parce que quand ils nous voient sous cet œil-là, quand nous-mêmes on court avec eux, c'est vrai, on a le bonheur dans l'éducation physique d'être en interaction proche. Quand il y a une difficulté, on peut la vivre avec eux. Et c'est vrai que ça nous donne une proximité. Et du coup, dans la foulée, j'ai impulsé un autre projet qui était basé, comme j'en ai évoqué tout à l'heure, sur le recyclage de vieilles chambres à air que l'on fabrique pour faire des balles de jonglage. Donc à partir de un projet écolo et solidaire, et qui était basé sur on apprend à recycler, on fabrique des balles, on apprend à jongler, on développe une motricité, et puis ce projet-là, il est au profit d'une action humanitaire. C'était toujours au profit d'actions contre la faim. Si on vend des petits pitchaks, c'est au profit d'actions contre la faim. Donc, autour d'un projet comme ça, c'est vrai que mon quotidien a changé. Parce que dans mes cours, on avait un échauffement avec des pitchaks, je revenais sur la problématique, on faisait des exercices de concentration justement, de maîtrise, pour calmer un petit peu les ardeurs. Et puis, on avait un sens différent, puisque c'était aussi pour une cause humanitaire. Donc, j'allais à la récréation, j'allais avec les enfants, on allait jouer dans la cour, je jouais avec eux. Et c'est vrai que le regard a changé, quoi. Quand le prof il vient jouer avec nous à la récré, c'est pas pareil. Et je me suis dit, mais mon métier, il est là. C'est là que je me sens utile. C'est là que je suis en contact avec l'enfant. C'est là que je lui donne le goût. Donc, c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir faire ça. Mais mon regard sur mon métier, qui aurait pu devenir un regard aigri, avec des années de pratique, une difficulté à vivre l'enseignement, il a changé. Parce que j'ai traversé une période compliquée où c'était dans un autre établissement que Nice. J'arrivais à la salle des profs et j'avais en face de moi les équipes pédagogiques qui étaient stressées, bien évidemment. Il y avait la machine à café et il y avait les cigarettes à l'époque. Oui, dans les salles des profs. Fumait dans les salles des profs, on fumait en conseil de classe, chef d'établissement, sous-directeur, tout le monde fumait pratiquement. Bon, je ne vous dis pas dans quel état. Et alors, l'ambiance locale, c'était ouais, t'as vu la dernière arrêté ministérielle, ouais, t'as vu la direction, ouais, t'as vu les parents, ouais, t'as vu les enfants, ouais, on n'a pas de moyens, ouais. J'étais là, à un moment, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? J'attends la fin de la journée, j'attends la fin de la semaine, la fin de l'année, la fin de ma carrière. Il faut s'échapper. Et c'est vrai que je l'ai ressenti, et c'était une réalité. Hein, il faut pas, j'étais pas en dehors, moi aussi. Mais j'ai dû m'en éloigner quand même. J'ai dû prendre du recul, et pendant un temps, je ne suis plus allé, on ne m'a plus vu dans la salle des profs. Mais bon, c'était un travail personnel, hein, il fallait réfléchir. Mais c'est vrai qu'on peut sombrer dans ça. Donc, c'est là que je bascule un petit peu dans des aspects d'ordre philosophique et spirituel. Qu'est-ce qu'on met dans notre travail? Parce que le stress, bien sûr qu'il y est, mais quels sont nos objectifs? Quels sont nos projets de vie, quoi? Moi, je crois que c'est vrai que c'est la clé. Si je retrouve un sens
à mon travail, si je regarde l'enfant d'une autre manière, je ne vais pas constamment lui rejeter la faute sur lui-même ou sur la famille. Et puis surtout, je vais moi-même me projeter dans autre chose que le rendement. Il est évident que si je ne suis que dans le rendement et la performance, bon, ouais, ça risque. Moi, je me rappelle d'un cas d'un élève qui était parmi d'autres. Il devait être assez compliqué en cours, mais moi je ne l'avais pas. Et j'étais dans la cour de récréation avec mes élèves, on faisait des échauffements justement, on faisait du jonglage pour l'échauffement. Et lui, il était exclu, non pas du cours, mais de la salle de perme. C'est-à-dire qu'il avait été exclu du cours, et puis il a été balèze, il ne le supportait plus, quoi. Donc les surveillants, les éducateurs l'avaient mis devant. Il jetait un œil quand même, il ne pouvait pas complètement le... Mais bon, il était là. Alors je parle avec lui un instant, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me raconte, je comprends que le gaillard, il avait dû en faire pas mal. Alors je vois avec les surveillants, je lui dis est-ce que je peux l'associer à mon groupe là? Et je le prends dans mon cours et je lui mets ça dans les mains, je lui dis écoute, tu as vu ce qu'ils font là les autres? Ils font des jongles. Alors, si tu veux, tu vas essayer. Alors, le gars, il aimait bien le foot. Bon, c'était un footeux. Il n'y a pas que les footeux qui font des bêtises. Mais bon, il aimait bien le foot. Et là, il s'est mis à me faire des jongles. Et puis, il était bon. Et puis, ça lui plaisait. Et puis, au début, il en fait 4 ou 5. Il en faisait 4 ou 5. Et j'ai dit, ben, tu vois, là, tu as franchi le premier palier. Tac. Et après, tu as le deuxième palier. Ils font faire 10, tout ça. Et puis, je l'ai vu, il n'arrêtait plus, quoi. C'est-à-dire que l'élève qui supportait rien, qui ne se concentrait pas, au bout d'un moment... Bah, vous lui avez redonné confiance en lui, quoi, quelque part. Peut-être, je ne sais pas si je l'ai guéri. Si, un peu. Bah, pas guéri, mais une première... mais il avait besoin de une étape de quelque chose pour... Il y avait quelque chose de concret, il se concentrait. Et là, il me dit, oh, en jouant au pitchak, je suis concentré. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est venu me dire, je suis concentré. Il s'était recentré sur lui-même, sur son geste, sur ça. Alors tu te dis, ah ben là, effectivement, il y a quand même quelque chose. Mais encore faut-il qu'on laisse cette soupape à nos élèves. C'est évident qu'un élève hyperactif, si la classe est figée, on est derrière le bureau pendant 3 heures, c'est insupportable. C'est insupportable pour lui. Donc trouver des séquences où il y a une alternance, où le corps... Parce que cette accumulation d'énergie dont on parlait tout à l'heure, hein, que l'on déverse par rapport aux difficultés de la vie, si elle ne se libère pas, si tout le glycogène là, qui sort, là, tout le sucre, tout ce qu'on a, c'est vrai que si on ne le brûle pas, si on ne le dépense pas, alors idéalement il faudrait alterner des séquences où on bouge, des séquences où la classe est mobile, des séquences où on va à l'extérieur. Les tentatives qui sont faites de classe en plein air, parfois des écoles carrément, dans des pays nordiques, mais il y a des tentatives chez nous aussi. Nous on le fait aussi. Quand il fait 40 degrés dans les salles, parce que les salles sont orientées plein sud, ben les élèves sont très bien, hein. Sous les arbres là ça marche très bien. Hein. Et d'un coup ça change tout. Ça change tout, ouais. Alors là, on parle de stress, mais l'enfant, il respire, il est dehors, il respire à des moments, ben, il peut bouger, il peut bouger, mais moi, personnellement, vous l'avez sûrement expérimenté, mais quelle est la meilleure situation pour dialoguer avec un ami, pour méditer, pour philosopher? Mais c'est la marche, c'est la rando. Moi, quand j'ai des conversations formidables, enfin, que je trouve formidables, de bons échanges, on va dire, avec des amis, quand on marche, c'est extraordinaire. On développe des idées, et puis quand on veut même nous-mêmes se préparer intellectuellement, il n'y a rien de tel. Nietzsche l'avait expérimenté. Là, dans la région, on a le chemin de Nietzsche. Et il était dans la région, à Nice, hein, et il faisait des boucles tous les jours de plusieurs heures de marche. Et j'ai l'impression que quand il rentrait, il avait des choses à écrire. Puis même, les philosophes donnaient des cours en marchant à l'époque. Et oui. Et nous, qu'est-ce qu'on a inventé? Eh ben, on a tout figé, quoi. Hein. Alors, le fait est, c'est que... Ouais, mais bon, il faut qu'ils prennent note, et puis noter, par exemple. C'est pas évident, quoi. Et oui, voilà. Sur certains trucs, oui. Classe flexible, oui, il reste assis. Ouais. Maintenant, justement, classe flexible. Oui, mais il reste assis. Ouais. Il fait debout, il peut marcher.
Alors c'est vrai que plutôt que de transmettre un maximum de connaissances, le travail sur la relation est fondamental. Voilà, on fera un peu de pitchak. Une question qui vaut 3 sous, mais comment vous écrivez pitchak là? Comment vous écrivez pitchak? Alors le pitchak, P-I-T-C-H-A-K. Ah bah j'avais juste. Voilà. Bon, au travers de ce petit jeu, c'est vrai qu'on l'a pas mal utilisé, parce que la motricité fine, la concentration, il faut reconnaître que cet exercice, après j'ai analysé un peu ce qui se passait, le jonglage, c'est le fonctionnement des 2 hémisphères du cerveau en même temps. Il n'y a pas de 36 activités qui font ça. Il y a le jonglage, le piano. Bon, il y en a d'autres. Hein. Les 2 mains. La danse, ça fait pas ça. Oui, mais là, disons qu'on a carrément une dissociation de 2 zones du cerveau en même temps. Mais je pense que la danse, il y a beaucoup de zones. Apparemment, ça permet. C'est le gros problème de nos élèves, hein, la coordination. Non, ça agit beaucoup pour la danse, c'est vraiment l'acte majeur. Et l'expression merveilleuse. Donc, cerveau droit, enfin, hémisphère droit, hémisphère gauche, et ça a des effets calmants. Il est certain que on fait cette séquence-là est toute simple, droite, gauche, c'est carrément un exercice qui nous appelle. Et puis c'est la base, avant de faire droite-gauche, en croisant, et avant de faire droite-gauche avec... Vous êtes frustré là, vos 3 trucs là. Et c'est vrai que ces gestes-là sont... Est-ce que vous avez quelques questions sur l'aspect professionnel, l'éducation, le travail que j'ai pu faire dans les établissements Comment vous êtes scolaires? arrivé au pitchak? En fait, je pratiquais ça quand j'étais enfant ici à Nice. Ah, d'accord. C'est un jeu ancestral. Mais disons qu'avant, il y avait le pilou à Nice, c'est un autre jeu du même type, qui se joue de la même façon. Et quand les rapatriés d'Algérie sont arrivés avec ça, à Nice, il y a donc 50 ans ou plus, eh bien, on a repris ça, les enfants des collèges et des écoles primaires. Donc je l'ai pratiqué il y a longtemps. Et il y a 10 ans, 12 ans, je l'ai remis au goût du jour dans mon établissement scolaire. Et on a un accord avec les vélos de la ville de Nice qui nous donne toutes les chambres à air, puisqu'il y a beaucoup de vélos qui circulent maintenant, hein, heureusement. Et donc on a un accord pour récupérer des centaines de chambres à air. Donc c'est un vrai projet écolo, un vrai projet écolo solidaire. Et puis la solidarité, elle s'exprime au travers d'une association qui s'appelle Le Nimier France, qui s'occupe des enfants au Burkina Faso, dans un orphelinat. Et là, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire. Alors, Le Nimier, donc, voilà, merci. avec 2 œufs, c'est un arbre africain qui paraît à Qui fait l'huile de Nîmes. Le Nimier France, bon. Et cette assoce, elle travaille au Burkina, dans un orphelinat et une école. Du coup, toutes les actions que nous menons ici, animation, moments, entre guillemets, des ventes de pitchak, ça finance des actions sur le terrain. Et c'est vrai que dès la première année, je n'y croyais pas, j'y croyais, mais sans être convaincu. Sans être convaincu, il a fallu que je le vive. On a pu collecter de quoi creuser un puits au Burkina, un budget de 5 000 €, avec des petites rondelles de chambre à air. Alors quand on a vu ça, on s'est dit, bon, le projet, il a du sens, et puis il y a une motivation autour de ça. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a porté, qui m'a porté, et qui du coup me fait qu'aujourd'hui je suis là, sûrement, parce que j'ai fini ma carrière d'enseignant, mais je vais dans les écoles primaires pour ce projet-là, et je peux parler de motricité, de lutte contre le stress, sans leur dire. Et puis après, je peux parler de l'écologie et puis du pays pour lequel on s'implique. Et c'est vrai qu'avec les instituts, avec les professeurs des écoles, ça fait un projet complémentaire. Ça fait vivre les cours de récré sans violence. Oui, aussi. Puisqu'il n'y a pas le ballon qui fait mal.
Oui, parce que ça. Vous vous déplacez dans toute l'académie? C'est pas Vous vous déplacez dans toute l'académie? Oui, oui. Oui, je vais dans pas mal de régions. Bon, sinon, j'envoie des pitchaks pour les écoles qui sont lointaines. J'ai eu des commandes. Mais ça a eu un bel impact. Oui, oui, je vous en prie. Vous pourrez les pratiquer puisqu'on a fait un atelier mercredi. Ça y est, j'ai compris. Donc mercredi, on aura un atelier de jonglage. Et comme ça, vous verrez dans la pratique elle-même. Mais bon, c'était pas le but de promouvoir bonjour, le pitchak, mais c'est vrai que ça fait partie du... Non, derrière, qui va ça? Le bouquet de mariée. Au départ, je ne pensais pas que c'était... Mais... Parce qu'après, c'est aussi un relais. Je veux dire, tu nous montres quoi, et ça peut être un relais. Par des pratiques de santé. Hein, le sport, la respiration, etc. En fait, si notre chemin intérieur se nourrit de projets de vie. Pour moi, une philosophie de l'existence qui nous donne assez de recul pour ne pas nous engluer dans nos tensions, dans les conflits d'un monde qui est déséquilibré, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je dois vous citer un dernier aspect personnel en matière de gestion du stress, c'est la prière, qui contribue aussi au bien-être, chacun avec son approche. Mais c'est vrai que ça a été prouvé même par des gens qui ont voulu analyser des personnes en prière. Et c'est vrai qu'il y a une sérénité et même une amélioration, paraît-il, du système immunitaire. On peut rêver. En tout cas, laissons notre paix intérieure rayonner plutôt que de subir le stress environnant. Et pour moi, ce n'est pas une utopie, c'est un chemin. Merci Serge. Dans l'enseignement, ça pourrait être bien qu'on se décide à nous parler de ça dès le départ, au lieu d'attendre.